J'essaie de respecter le sujet en parlant de délirium. On verra que le sujet d'étude s'est activé. De parler de délirium parce que l'étude que je vais vous présenter à la fin traitera d'un cas particulier de l'encéphalopathie septique. Et donc, je voulais commencer par un petit mot d'introduction sur le délirium, sur les axos et ensuite de l'impact de leur contrôle. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, pour commencer par le délirium, c'est souvent un gros mot, avec souvent ce qu'on peut classer par les patients qui peuvent parler, avec différents états qui peuvent évoquer un délirium, et ceux qui ne peuvent pas parler, qui sont plutôt dans le coma, en tout cas des troubles de la conscience. Donc, à différencier du délire, bien sûr. Donc ça, on a déjà parlé ce matin, donc je ne vais pas y revenir dessus. Idem sur les différents types de délirium, les déliriums hyperactifs et hypoactifs. On a vu des hypoactifs qui peuvent être souvent sous-diagnostiqués par rapport aux déliriums hyperactifs, que vous connaissez bien en réanimation, notamment sur le versant surtout hyperactif, agitation, délire, hallucination, qu'on peut souvent illustrer comme un iceberg. Le diagnostic, donc on peut le faire de différentes manières. Donc pour ceux qui ont des troubles de la conscience, plutôt en évaluant l'état de conscience, on verra par le score de Glasgow ou de l'EURAS. Et ensuite, plus spécifiquement sur le délirium, le CAM-ICO et l'ICDSC que vous connaissez aussi également. Un petit peu d'émiologie, puisqu'on va voir que ça a un intérêt particulier pour l'étude que je vais vous présenter ensuite. C'est une pathologie donc fréquente, le délirium. Une des méta-analyses montrées sur de nombreuses études, 42 études, 32% d'incidence, d'identification du délirium, mais c'est très variable selon les études. Une autre méta-analyse de la Cochrane montrait de 12 à 84% de fréquence de délirium. Et un point important que vous l'apportez ici, c'est à quel moment ça apparaît. C'est surtout finalement à l'admission, dans le début du séjour de l'admission en réa, avec une durée de l'ordre de 3 jours. Alors pourquoi c'est si important alors que ça durerait que 3 à 5 jours? C'est parce que c'est associé à une mortalité qui est plus importante. Donc une étude principale avec une belle courbe de Kaplan-Meier qui montrait quand les patients développent un délirium en réanimation, ils meurent plus, mais c'est également retrouvé par la méta-analyse publiée ici. C'est également donc sur la mortalité, mais également sur d'autres facteurs, sur notamment de la récupération, avec des troubles cognitifs à long terme également plus importants chez les patients qui développent un délirium, mais également sur des versants plutôt dépression, autonomie, syndrome de stress post-traumatique et sur l'état fonctionnel. Et donc, c'est quelque chose qui est grave, avec une morbidité qui est plus importante chez les patients en délirium. D'où l'importance d'essayer de s'y intéresser. Les mécanismes sont multiples. On peut le présenter par différentes façons. Comme l'a dit le professeur Magarban, avec différents neurotransmetteurs qui ont été identifiés. Mais c'est encore plus compliqué que ça, avec potentiellement des lésions vasculaires, le fameux inflammatory aging. Et donc, on peut le représenter de façon un peu plus, on va dire, schématique. Des facteurs prédisposants au niveau cérébral, une agression aiguë, qui peut être le sepsis, le trauma et la chirurgie en urgence, etc. On va voir qu'on s'intéressera au sepsis dans le travail que je vais vous présenter. Et différents facteurs iatrogéniques en plus, que ce soit iatrogénique, comme je disais, donc sédation, contention, ou environnementaux, lumière, bruit. L'idée, c'est de ne pas faire la revue de tout ça, mais c'était pour vous remettre le contexte là-dessus. Et cela peut aboutir à un délirium donc qu'on définit comme multifactoriel. Donc, voilà. Donc, l'objectif ensuite, c'est d'aborder les agressions cérébrales. L'agression cérébrale initiale, donc l'agression la plus étudiée en tout cas, et ce qui va nous intéresser au niveau des axos, c'est les traumatisés crâniens, comme illustré ici, qui est une lésion directe avec potentiellement des lésions définitives au niveau neuronal qui peuvent aboutir à des séquelles. Le cas particulier du sepsis, c'est qu'il y a une entité qui regroupe pas mal de choses, mais qui est une entité maintenant qui est de mieux en mieux définie, qui est l'encéphalopathie septique, qui est appelé en anglais donc SAE, le Sepsis Associated Encephalopathie. Et il peut y avoir sur cette agression aiguë cérébrale des lésions secondaires. Les lésions secondaires, elles peuvent être de différents ordres, d'origine centrale, comme l'HTIC, l'œdème, les hématomes, l'épilepsie, etc., des facteurs surajoutés, mais d'origine centrale au niveau cérébral, mais également d'origine systémique. Et c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'on va appeler Axos, vous voyez, avec différentes entités qu'on va aborder, que je vais essayer de faire une revue assez rapide pour remettre le contexte de
des études en tout cas qui existent sur chacun de ces axos. La base des axos, c'est le principe de la pression intracrânienne, une boîte donc inextensible avec toute augmentation de volume aboutit à une augmentation de pression et on verra l'impact potentiel de chacun. Pour commencer, l'hypertension intracrânienne, pourquoi c'est important? Puisque ce qui va nous intéresser, c'est de perfuser le cerveau qui a besoin donc, de glucose et d'oxygène en permanence, et donc avec la fameuse PPC, la pression de perfusion cérébrale. Et j'ai mis les études, en tout cas en rapport avec justement l'objectif de PAM, qui serait donc pour compenser et assurer une pression de perfusion cérébrale suffisante. Est-ce que c'est intéressant sur le plan de vue du délirium notamment, ou du SAE, comme on disait? Ça n'a pas montré son efficacité. D'augmenter la PAM à 80 n'a pas montré d'efficacité sur la mortalité, mais également sur l'incidence du SAE dans le cas du choc septique, en tout cas. Donc, on peut mesurer de différentes manières. Donc, ça, c'était pour l'hypotension. Pour la capnie, qu'est-ce qu'on a comme données? Physiopathologiquement, vous devez savoir, l'hypocapnie tend à plutôt faire de la vasoconstriction, l'hypercapnie plutôt à la vasodilatation. Dans les deux cas, on imagine bien que c'est néfaste pour les lésions ischémiques sur la vasoconstriction, mais également pour l'œdème cérébral et l'HTIC pour la vasodilatation. Ce que disent les études, dans le traumatisé crânien, il y a un objectif assez serré, 35-45. On voit que si c'est en dessous, au-dessus, on meurt plus. Et dans le cas, par exemple, des arrêts cardio-respiratoires, donc une autre agression, on va dire, cérébrale, on voit que c'est surtout l'hypercapnie qui fait augmenter la mortalité prédite. Et c'est une étude récente de Bossers publiée dans l'ICM cette année. Donc, on a vu, après la capnie, on peut aborder rapidement la dysnatrémie. La base physiopathologique, je pense que vous la connaissez bien, c'est par rapport à l'anatrémie, l'osmolarité sanguine, qui est le meilleur reflet de l'osmolarité sanguine. Le fait d'avoir une hyponatrémie peut faire un gradient de pression osmotique qui va augmenter l'œdème cérébral, idem, qui va aboutir potentiellement à plus de mortalité. Et c'est ce que j'ai mis une étude également publiée récemment cette année qui montre une belle courbe en U. L'hyponatrémie fait mourir, mais également l'hypernatrémie de façon, voilà, une belle courbe en U. Ça, c'était dans le sepsis, pardon, je n'ai pas précisé, mais l'étude ici, là, c'était chez les patients en sepsis, l'hypernatrémie, la dysnatrémie, en tout cas, est associée à une mortalité plus élevée. Voilà pour les trois premiers. Ensuite, l'hypoxémie, l'hémoglobine, la glycémie et après la température, c'est surtout une question de métabolisme, et on verra pourquoi je le présente comme ça, qui est entre les apports qu'a va avoir le cerveau versus sa consommation. Et donc, là également, pléthore d'études, dont des plus récentes, que ce soit ICU-ROX notamment sur l'oxygène, l'hyperoxie ou l'hypoxie, des effets, en tout cas des études qui n'ont pas montré d'arguments pour soit faire de l'hyperoxie, voire pas contre, mais qui n'est pas non plus, ils n'ont pas réussi à montrer que c'était vraiment néfaste, notamment que ce soit sur le délirium, le sujet d'aujourd'hui, ou la mortalité. La transfusion, avec l'étude récente de Input, et pour la glycémie, pareil, les contrôles trop stricts, c'est surtout l'hypoglycémie qui a été mis en avant sur les néfastes, et donc c'est ça qu'il faut surtout éviter sur différentes études. Concernant la température, donc ça c'est, j'ai mis un graphique surtout chez les traumatisés crâniens parce que c'était le plus parlant, avec la surmortalité surtout quand il y a de la fièvre. L'hypothermie avait l'air d'être moins délétère chez ces patients-là, mais il faut savoir que le rationnel, c'est que chaque augmentation de température augmente la consommation cérébrale de plus ou moins 8%, et donc potentiellement également néfaste, un axos en tout cas potentiel. J'ai mis également l'étude ancillaire de Shurgin dans l'étude ancillaire de Sepsis School qui montrait qu'il y avait plus de décès, en tout cas quand il y avait un mauvais contrôle de la température. Et donc voilà, on a fait une revue brève, rapide, mais de tous les axos. Et donc est venue l'idée de faire cette étude. Et je remercie encore Romain et Jean-François et Stéphane pour avoir aidé à élaborer et à approfondir cette étude qui va servir à étudier l'impact des axos sur le pronostic de nos patients en réanimation quand ils sont atteints d'encéphalopathie associée au sepsis. Plus spécifiquement sur les patients qui ont SAE, donc une encéphalopathie septique.
La référence, c'est l'étude publiée, qui est une étude issue du groupe Outcome Rea également, publiée, c'était Romain qui avait l'idée de ce papier. Donc, l'objectif de cette diapositive, c'était de vous montrer que l'incidence, et c'est consistant, enfin, c'est cohérent avec les études de la littérature, c'est une incidence de quasiment la moitié des patients, allant du coma au délirium. Je vous ai mis les proportions qui avaient été retrouvées dans cette étude. De délirium avec un Glasgow 15, c'était de l'ordre de 20%. Et ensuite, les différents ordres, on verra que ça a une importance pour l'étude que je vais vous présenter juste après. Les facteurs associés, donc les facteurs de risque, pardon, on peut le dire, à un SAE, c'était surtout la dysglycémie. On voit que l'hypoglycémie est un point important, avec un node ratio de l'ordre de 2,7, alors que l'hypercapnie et l'hypernatrémie étaient également des facteurs de risque d'encéphalopathie septique. Pour illustrer cela, il y a une revue qu'on a publiée récemment avec Romain. C'est les courbes. Vous voyez que l'impact, en tout cas chez les patients, peuvent être de différents ordres et de façon assez importante, notamment en long terme. On voit que là, ça se rétrécit, mais ça augmente assez rapidement. Et on va s'intéresser véritablement aux troubles métaboliques qui peuvent aboutir au SAE et potentiellement les aggraver. Donc, l'objectif de l'étude, c'est d'étudier l'association à au moins un des axos que je vous ai présentés dans les 48 premières heures et savoir si le contrôle des axos non contrôlés avait un impact sur le devenir des patients atteints de SAE. La méthode est assez simple, donc c'était une analyse rétrospective des données d'Outcome Rea que vous connaissez bien, en incluant donc, tous les patients hospitalisés de façon consécutive en réanimation, sous ventilation mécanique invasive, et on prenait donc le Glasgow avant intubation, avant sédation, pour voir les SAE les plus sévères, donc définis par un Glasgow inférieur ou égal à 13, dans un contexte de sepsis sévère ou choc septique. On a pris cette fois-ci la définition de sepsis 2. Bien évidemment, on a exclu les patients qui avaient une lésion cérébrale primaire. Je vous ai mis la liste ici, mais ça semble couler de source. C'est les AVC, mais également d'origine infectieuse, méningite, encéphalite, les traumatisés crâniens, puisque c'est un cas particulier, l'état de mal convulsif, etc. Sur la méthode, donc, pour résumer, on a repris tous les axos en définissant des bornes, que ce soit pour la glycémie, donc 3 à 11, l'hypotension artérielle, la température, définie par 36 à 38,3, l'anémie, qu'on a définie par l'hématocrite, voilà, la dysnatrémie, 135-145, l'oxygène, nation, définie par la PaO2 entre 60 et 200, en définant la normale entre 60 et 200, et la capnie entre 35 et 45. Et ensuite, on a étudié chez ceux qui avaient cet axos l'impact du contrôle à J3, donc leur contrôle à J3, est-ce que ça avait un impact sur la mortalité et la récupération neurologique qu'on a défini comme un réveil avec une récupération d'un Glasgow supérieur à 13 chez ces patients-là. Ce qui a abouti donc sur les 4800 patients environ qui avaient un sepsis ou un choc septique à l'admission, en excluant tous ceux qu'on avait décidé d'exclure. On a défini les SAE donc uniquement par le Glasgow. On verra que ça peut être une des limites. On avait retrouvé donc de l'ordre de 30% de patients avec un SAE. Et quand on s'intéressait au plus sévère, qui était l'objectif de l'étude, c'est 25%, quand même, un quart des patients ont un SAE sévère par ces déficiences. On voit que chez ces patients-là, la majeure partie des patients avaient un axos. Seulement 2 n'avaient pas d'axos dans les 48 heures. Donc, vous voyez que c'est quelque chose avec un impact, en tout cas, de votre prise en charge qui peut être important vis-à-vis de cela. Les caractéristiques des patients étudiés, c'est des patients, donc, vous voyez, en âge médian à 68 ans, majoritairement masculins, et des patients graves avec, vous voyez, qu'on voit sur l'IGS-2 ou le SOFA non neurologique, on verra pourquoi on a fait un SOFA non neurologique, avec un score de Glasgow qui est souvent, en fait, des patients souvent dans le coma. On voit que c'était des patients graves avec 97% de choc septique. Choc septique de quelle source? Surtout de pneumonie. On voit qu'il y a également les bactériémies et les infections abdominales, et documenté souvent à Enterobacterales et à moindre mesure Staph doré et streptocoque.
Sur donc l'impact des axos, on a dit, dans les 48 premières heures après l'admission, sur la mortalité et le réveil, pour vous montrer un peu ce qui sortait simplement en descriptif de ces axos, des caractéristiques pardon, sur la mortalité et le réveil. On voit que l'âge était significativement différente. Différentes comorbidités, on y reviendra après. Les scores de gravité, ce qui semble plutôt logique, le coma inclus. Le motif d'admission médicale était également significativement différent, toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il meurt plus et il se réveille moins. Sur les axos, en particulier après avoir traité les caractéristiques, je vous ai mis un top 3 des axos les plus fréquents dans les 48 premières heures pour avoir un peu savoir en tout cas de quoi on parle. L'hypotension artérielle est le top 1. Vous voyez que c'est 80% des patients, ce qui semble logique vu que c'est un contexte de sepsis et de choc septique. L'hyperthermie également, vous voyez que c'est la moitié des patients. Et l'hypocapnie également de l'ordre de la moitié des patients. Donc on voit que c'est des axos fréquents, mais des axos qu'on a vus dans l'introduction que je vous ai faite tout à l'heure, avec un impact potentiellement important. Et donc, sur leur impact sur la mortalité et le réveil, en tout cas, dans les 48 heures, on voit que l'hypoglycémie sort dans les deux critères de jugement, donc la mortalité à J28 et le réveil, dans le même sens, c'est-à-dire que les patients hypoglycémiques meurent plus et se réveillent moins, ce qui peut sembler logique, mais c'est important de le souligner. L'anémie également, et ensuite l'hypotension et l'hypothermie, de façon assez étonnante, ne sortaient que pour la mortalité, mais l'attention, c'était également assez attendu. Donc, de cette analyse, donc uniquement des axos dans les 48 heures premières heures de la prise en charge, on a fait une analyse multivariée, ajustée donc sur le SOFA non neurologique pour s'amender de ce critère de jugement qui est le réveil par le Glasgow, le motif d'admission médicale et la pathologie hépatique issue de précédentes études. Pour montrer donc par la mortalité, on a fait un modèle de Cox au niveau statistique. On voit que c'est l'hypotension artérielle qui sort fortement, l'oxygénation, donc la PaO2, la température, le mauvais contrôle de la température à J3 a un impact également, et le mauvais contrôle de la glycémie. Pour ce qui est de la récupération neurologique définie par le réveil qu'on a dit tout à l'heure, on a fait comme modèle donc une régression logistique ajustée sur les mêmes variables. Il y avait la tension artérielle qui est sortie également, l'hypotension artérielle, le mauvais contrôle en tout cas de la tension artérielle, la température, la glycémie et l'anémie, cette fois-ci, sortaient en tout cas sur une moins bonne en tout cas récupération, était associée à une moins bonne récupération neurologique. Donc, vous voyez que d'emblée, si j'aborde les forces et limites de cette étude, c'est que les axos, c'est quand même fréquent, donc un impact de coût de prise en charge qui peut être assez important, avec une notion particulière donc, sur la PaO2, donc l'oxygénation, la tension, la température et la glycémie, mais en prenant en compte également le facteur anémie, comme on a pu voir sur l'effet néfaste sur les réveils de nos patients avec un SAE. On n'a pas retrouvé, en concordance donc avec l'étude de Romain en 2017, sur la capnie et la natrémie. Pourquoi on n'a pas retrouvé l'impact de ces axos? C'est probablement qu'on a manqué un peu de granularité sur les mesures. On n'avait pris qu'une seule mesure par jour, à disponible en tout cas, et que probablement que les facteurs de risque qui avaient été identifiés ne sont pas totalement égaux, en tout cas, aux facteurs de morbimortalité en cas de SAE, qui est une nuance peut-être à souligner. On a également pris que les SAE les plus sévères, et on s'est intéressé qu'aux axos et aux SAE initiaux uniquement, donc au début de la prise en charge, dans les 72 heures, sachant qu'on peut développer un SAE plus à distance, même s'il n'y en avait pas tant que ça, et des axos également qui peuvent être apparus après. Donc, avec une mesure par jour, on n'a pas pu voir les variations, en tout cas plus fines, de ces axos qui peuvent, vous savez bien, être rapides et pas captés, en tout cas, par une mesure par jour. Il y a également les autres causes, donc le professeur Magaman en avait parlé également ce matin, les causes notamment médicamenteuses, incluant le film, comme on a dit, qui
peuvent avoir un impact important, en tout cas, que ce soit surtout sur la récupération neurologique, mais surtout l'impact sur des patients qui sont déjà en délirium ou dans le coma. Et donc, en conclusion, c'est vrai que je fais un peu rapide, mais voilà, l'absence de contrôle de plusieurs axos qu'on a abordés dans les 3 premiers jours de l'admission en réa et donc était associée à une augmentation de la mortalité et à une diminution des chances de récupération neurologique, donc diminution de chances de réveil chez les patients atteints d'une encéphalopathie septique.